Yevgeny Prigojine, donc c'est un... Oula. C'est un... Ah, voilà, merci. Désolé. Donc Yevgeny Prigojine, c'est un sujet... Est-ce que là ça marche? Ça a l'air d'être mieux. Donc pour la troisième fois, Yevgeny Prigojine, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment dans les médias. On peut se poser la question, si on ne connaît pas trop qui est Yevgeny Prigojine, mais tout de suite va se poser la question de comment est-ce qu'on répond à cette première question. Étant donné que les données sur Yevgeny Prigojine étaient pendant un certain temps assez difficiles à trouver, et qu'aujourd'hui on a un peu la situation inverse, le nombre de données qui ont été révélées au sujet des activités de Yevgeny Prigojine commence à être massive, et forcément il faut trouver un moyen de donner du sens à ce genre de données, parce qu'on peut citer dans un premier temps les différentes enquêtes qui sont sorties par les journalistes d'investigation de médias russes comme Project, mais aussi internationaux comme Bellingcat. Il y a aussi tout ce qu'on peut trouver dans la sphère OSINT, tout ce qui est disponible sur les services tels que le Yegrul, qui est un service russe qui permet de consulter les informations disponibles en source ouverte sur les différentes entreprises qui sont présentes en Russie, y compris donc celle de Yevgeny Prigojine. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire à Géode avec cette cartographie. On a essayé de centraliser toutes les informations possibles qu'on puisse trouver sur la trajectoire de cette personne pour essayer de répondre aux différentes questions. Qui est-il? Quelle a été sa trajectoire? Comment se fait-il qu'aujourd'hui on en parle autant? Et comment s'est-il rapproché de l'orbite du Kremlin? Je dirais, il y a 6 réponses possibles. Pour commencer, Yevgeny Prigojine est un entrepreneur. C'est d'ailleurs ce qui le caractérise le plus. Il a commencé ses activités dans le secteur de la restauration avec son entreprise Concorde, qu'il a fondée bien avant les autres entreprises qu'on lui connaît comme Wagner ou comme l'Internet Research Agency. Si on utilise notre cartographie, qu'on regarde le secteur, pas paramilitaire, mais économique, on voit que les premières activités remontent à 1997. Techniquement, on pourrait même remonter avant. C'est aussi un entrepreneur, même avec les activités qu'on lui connaît au niveau de Wagner, en Afrique notamment. On le voit ici, il y a plusieurs points qui apparaissent sur le continent africain. Yevgeny Prigojine associe ses activités paramilitaires à des activités purement économiques pour ses intérêts personnels, de l'extraction minière, mais pas seulement. Si l'on regarde les plus récentes découvertes, on peut voir qu'il s'est notamment lancé en République centrafricaine l'une de ses structures s'est lancée sur le marché de la bière, tout simplement. Il mène une guerre économique contre la bière Castel. Yevgeny Prigojine, deuxièmement, est aussi un criminel. C'est une personne qui, avant d'être connue dans les années 80, a passé une dizaine d'années à l'ombre pour des faits de vol aggravé de violence, et qui, encore aujourd'hui, utilise des méthodes mafieuses pour ses intérêts, non seulement pour harceler ses opposants, mais aussi pour... Attendez, j'ai un petit problème, je cherche juste le bon... Voilà, dissuasion criminelle, mais aussi pour faire régner l'ordre dans ses propres rangs. On peut maintenant citer deux cas qui vont représenter ces deux aspects. Il y a tout d'abord le cas de l'opposante politique Lyubov Sabol, qui a partagé de nombreuses informations sur la fortune d'Yevgeny Prigojine, moment à partir duquel les structures d'Yevgeny Prigojine se sont mises à suivre cette opposante politique russe, à la faire surveiller selon
le principe de tu me surveilles, je te surveille. Donc, elle a récemment partagé d'ailleurs des vidéos de personnes qui la suivent dans la rue et la filment 24 heures sur 24. Lyubov Sobol est marié à une personne qui a subi une tentative d'intimidation au moins, une tentative d'intimidation qui a été perpétrée par des personnes employées par Yevgeny Prigojine. Il a été attaqué devant chez lui par une personne qui lui a injecté un produit chimique. Et les personnes qui lui ont injecté ce produit chimique ont elles-mêmes subi de l'intimidation par la suite, étant donné qu'elle s'est cherché à sortir de l'orbite d'Yevgeny Prigojine. Ça s'est notamment terminé assez mal pour l'une d'entre elles, qui s'appelle Valérie Amelchenko, qui est connue surtout dans la presse russe, dans la presse russe qui se spécialise sur Yevgeny Prigojine, pour avoir été impliqué dans diverses autres attaques contre des opposants russes, notamment l'une qui s'est terminée par la mort d'un blogueur. Lui-même s'est retrouvé enlevé par le service de sécurité d'Yevgeny Prigojine et battu dans la forêt car il commençait à essayer de parler de ses activités à la presse. Yevgeny Prigojine est aussi une connaissance de Vladimir Poutine. J'insiste sur le mot connaissance et non pas proche, comme on peut le lire souvent dans la presse, étant donné que bien qu'il apparaisse à plusieurs reprises sur des clichés en compagnie de Vladimir Poutine, notamment lorsqu'il a une photo très célèbre où on le voit en train de servir un plat à Vladimir Poutine, il reste un entrepreneur qui ne fait pas partie des cercles proches de Vladimir Poutine. Ça lui a cependant permis d'intégrer l'orbite du Kremlin. C'est grâce à cela qu'il a décroché de nombreux contrats avec Concorde notamment. Le modèle de financement avant de prendre en compte tout ce qu'on peut voir en Afrique prévoyait une forme de monopole sur le secteur de la restauration. C'est comme ça qu'il s'enrichit, c'est comme ça qu'il finance les activités de Wagner. On voit notamment que ce système est toujours en cours aujourd'hui, étant donné que sur l'année 2022, année donc du début de la guerre en Ukraine, les entreprises du secteur de la restauration d'Yevgeny Prigojine ont remporté plus de contrats publics que sur les 10 dernières années réunies. Yevgeny Prigojine est également un troll, je pense que vous connaissez le terme, un troll internet, un troll en chef même. On peut le voir faire de nombreuses déclarations provocantes. Par exemple, la déclaration la plus provocante qui a pu être faite très récemment concernait le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Yevgeny Prigojine s'est filmé en train de lui proposer un duel aérien au-dessus de Bakhmout pour définir qui remporterait la ville. C'est ce genre de déclaration qu'on voit souvent du côté d'Yevgeny Prigojine. Et les activités du secteur numérique qui sont liées à Yevgeny Prigojine sont assez représentatifs de ce genre de prise de parole. Je pense que tout le monde se rappelle de l'affaire de l'Internet Research Agency lors des élections présidentielles américaines de 2016. De nombreux trolls ont été mobilisés sur les réseaux sociaux américains notamment pour s'infiltrer dans différentes communautés, par exemple Black Lives Matter, pour essayer d'appuyer sur des tensions qui existaient déjà au sein de la société américaine et d'un côté démobiliser les électeurs démocrates et de l'autre côté galvaniser un peu les électeurs républicains. Ça ne veut pas dire que c'est grâce à Yevgeny Prigojine que Donald Trump a été alors élu, mais les récentes leaks qui sont sortis en février 2023 montrent qu'il y a bien eu un projet qui a été lancé dès 2014 pour tenter de favoriser l'élection de Donald Trump aux États-Unis à cette époque. Yevgeny Prigojine est un acteur conscient et volontaire de l'influence russe. Ça n'a pas été exactement le cas pour Wagner au début. L'idée de Wagner ne vient pas d'Yevgeny Prigojine. Il a été ajouté à ce projet qui provenait initialement
du ministère de la Défense, après une présentation qui a fait forte impression auprès de représentants du ministère par Eben Barlow, qui est un autre entrepreneur qui a sa propre société militaire privée. Yevgeny Prigojine apparemment n'était pas très chaud à l'idée de prendre la tête de cette compagnie. On voit aujourd'hui néanmoins que finalement les choses ont bien tourné pour lui. La compagnie d'ailleurs, toujours selon les leaks qui sont sortis en février 2023, a failli être fermée en 2016. Parmi les leaks, on trouve un document du ministère de la Défense qui pose la question de la dissolution de Wagner, notamment à cause de craintes liées au fait de laisser, citation, dans la nature des personnes qui ont eu une formation militaire, qui savent utiliser des armes, qui savent comment les trouver. Finalement, la société n'a pas été, comme on le sait, dissoute. Elle a même prospéré. En revanche, les activités de l'Internet Research Agency sont totalement de l'initiative de Yevgeny Prigojine. Elle commence d'abord dans ses activités d'influence personnelle, dans ses attaques contre ses propres concurrents économiques. Les activités de l'Internet Research Agency se sont internationalisées seulement à partir de 2013-2014, d'abord en Ukraine, puis aux États-Unis, avant d'avoir l'activité qu'on connaît aujourd'hui et qui se traduit par le nombre de points qu'on voit sur la cartographie. Et enfin, Yevgeny Prigojine est une personne très orgueilleuse, ce qui caractérise et ce qui répond à une question qui est beaucoup posée dernièrement au sujet du conflit qu'il oppose au ministre de la Défense Sergueï Shoigu. En effet, si l'on essaye de remonter à l'origine du conflit avec Sergueï Shoigu, on trouve une date, 2017, une date qui correspond à la libération de Palmyre par une coalition entre des forces russes régulières et non régulières et syriennes. Selon les rapports de ce qui s'est passé ensuite, il y aurait eu une début d'altercation entre Sergueï Shoigu et Yevgeny Prigojine à ce moment. Sergueï Shoigu ayant rapporté que Palmyre avait été libéré par son institution, Yevgeny Prigojine aurait alors répondu « Non, c'est faux, c'est nous qui avons libéré Palmyre ». On constate à partir de cette date une chute dans les dotations que Yevgeny Prigojine recevait du ministère de la Défense. Et plus le temps avance, plus il semble que Wagner ait dû s'équiper, bon gré mal gré, avec un certain soutien fluctuant du ministère de la Défense. Et aujourd'hui, on voit ressurgir cette opposition entre le ministre de la Défense russe et le directeur de Wagner, de façon beaucoup plus ouverte, étant donné que actuellement Yevgeny Prigojine, du fait de l'importance qu'il a pris dans la guerre en Ukraine, semble se croire intouchable, et ce qui justifie notamment le fait qu'il s'en prenne publiquement aux institutions, chose qui n'était pas possible il y a encore un an. Je vous remercie. Merci. Pour terminer une séance de questions, est-ce que vous avez des questions, monsieur? Merci. Je vais faire attention. Alors, j'ai une question par rapport à... Enfin, j'ai deux questions en fait. La première porte sur la relation entre Prigojine et Kadyrov en tant que bloc face à justement cette armée, ou les personnes à la tête de l'armée russe, et comment ça joue sur l'influence sur Poutine, donc au niveau de l'intelligence que Poutine reçoit de son armée et des succès, entre autres, qu'il reçoit des PMC. Comment est-ce que tu vois la dichotomie là-dedans? Et deuxièmement, la relation entre la Russie à travers Prigojine et la Chine pour le blanchiment d'argent et l'avancement de l'argent pour les projets russes. Je pense qu'il y a 2-3 banques qui ont été identifiées dans ces projets-là. Est-ce que le rapprochement entre la Chine et la Russie qu'on a vu récemment, c'est quelque chose qui va contribuer encore plus au déploiement de la Russie en Afrique? Merci. Alors en ce qui concerne la première question, donc le bloc Kadyrov-Prigojine,
Nous n'avons pas encore réussi à identifier exactement le moment où ils se sont rapprochés. On voit cependant que ça remonte un petit peu. En fait, le premier moment où on les voit réellement prendre position ensemble, c'est loin de la guerre en Ukraine. On est en 2020 et il s'agit du moment où où la tête de Prigojine a été mise à prix par le FBI. Il s'agit d'un cas de trolling tout simplement, où Kadyrov fait une déclaration comme quoi Prigojine serait chez lui et qu'il demande les 10 millions de dollars promis par le FBI. Ce à quoi Prigojine répond oui, effectivement, j'ai été enlevé par des Tchétchènes, je ne savais plus où j'étais. Et puis d'ailleurs, Kadyrov voudrait me cloner pour recevoir plusieurs fois la prime. C'est le premier cas où on les voit réellement dire quelque chose ensemble. C'est pas un gros cas non plus, donc on peut. Il me semble évident qu'il y a eu un rapprochement avant. Maintenant, en ce qui concerne les succès de l'armée russe aujourd'hui face aux succès qui sont récupérés du côté de Prigojine et de Kadyrov, la question est complexe. Les succès, de toute façon, sont présentés aux audiences occidentales comme des succès russes. Maintenant, les oppositions, le haut du Kremlin essaye quand même de trouver un entre-deux parce qu'il a besoin de ces succès. Mais en même temps, le fait que ces dissensions soient apparentes n'entre pas dans les intérêts du Kremlin. Pour ce qui concerne la deuxième question, malheureusement, je ne vais pas pouvoir beaucoup répondre parce que je ne connais pas encore très bien ce sujet, donc je préfère ne pas me mettre en porte-à-faux là-dessus. Merci. Madame. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Moi, j'avais deux petites questions aussi. La première, peut-être aussi sur la méthodologie. Est-ce que vous vous appuyez uniquement sur des sources ouvertes ou est-ce qu'il y a des choses que vous traquez à la main? Et si oui, j'aimerais bien savoir combien vous êtes dans l'équipe, en gros, pour faire tout ce travail. Et la deuxième question, plutôt sur... on voyait dans les volumes que vous évoquiez tout à l'heure que 2023 était effectivement une année, à date, on est qu'en avril, et qui était déjà très forte en matière de data collectée. À partir de ça, est-ce que vous avez déjà identifié des signaux faibles qui pourraient annoncer peut-être d'autres actions, des grandes thématiques, de nouvelles thématiques, je ne sais pas, de nouvelles stratégies en fait, de la part de Prigojine et sa galaxie? Merci. Alors pour ce qui est de la méthodologie, c'est exclusivement de la source ouverte. On s'appuie d'une part sur le travail extraordinaire qui a été mené par beaucoup de personnes que j'ai citées. Il y a aussi, on s'appuie aussi maintenant beaucoup sur le travail qui est réalisé par un petit groupe qui s'appelle All Eyes on Wagner, qui est trouvable sur Twitter et qui font des enquêtes qui sont extrêmement bien menées, extrêmement bien documentées. On utilise aussi d'autres sources ouvertes qui ne figurent pas forcément dans ce genre d'enquête. Je citais plutôt, par exemple, la base de données Yegrul, qui contient tout simplement des données sur les dates d'ouverture d'entreprises, sur les changements administratifs qui ont pu avoir lieu, parce que Yevgeny Prigojine et ses structures ont tendance à faire beaucoup de manipulations administratives pour changer le directeur, changer tout ça pour essayer de masquer un peu les traces de ses activités économiques. Donc on mélange un petit peu toutes ces sources et donc ça donne ça. Pour ce qui concerne l'année 2023, donc effectivement il y a déjà beaucoup d'éléments, même si ça peut encore se remplir, on met du temps à la mettre à jour quand on préfère vérifier les informations là-dessus. Ce qui concerne je dirais pas qu'il y ait de nouvelles tendances, dans le sens où c'est le prolongement de ce qu'on connaît déjà des activités d'Yevgeny Prigojine. Là où on peut voir le plus de nouveautés, ce serait la diffusion de plus en plus fréquente de dessins animés en Afrique qui font la publicité de Wagner et qui s'appuient généralement sur des narratifs anti-français. Il y en a eu plusieurs qui sont sortis en début d'année et qui représentaient par exemple les Français en horde de morts-vivants qui attaquaient les Africains et derrière des petits bonhommes Wagner qui arrivaient pour sauver les Africains. Donc il y en a eu beaucoup plus. Là où il y a peut-être une évolution, c'est que visiblement, ils tentent à beaucoup s'appuyer sur notre propre travail, sur ces opérations informationnelles, ces dessins animés, mais pas que. Parce qu'il y a eu j'ai notamment un cas en tête où un de ces dessins animés avait été publié, où on a fait en sorte de l'ignorer, et donc ce dessin animé n'est pas sorti sur les réseaux sociaux, n'a pas fait le buzz comme les précédents. Donc il semble que si on devait parler de nouveautés, ça serait surtout ça serait surtout l'exploitation de l'attention que nous donnons aux structures d'Yevgeny Prigojine à leur propre avantage, ce qui pose d'ailleurs le dilemme. Est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on débunk? Est-ce qu'on laisse couler? Est-ce qu'on prend le risque de laisser couler et de voir la chose buzzer quand même et de prendre du retard sur la réponse à laquelle la réponse qu'on veut apporter à ce cas? Merci. Monsieur.
Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question sur l'impact de la guerre actuellement en Ukraine, mais plus précisément à Bakhmout, parce qu'on sait que Wagner, c'est un peu une boucherie là-bas, ils ont perdu énormément d'éléments. Est-ce qu'il y a eu un impact sur les activités de Wagner à l'international, notamment en Libye, en République centrafricaine, etc. Parce que j'avais lu que Wagner commençait à rappeler des éléments qui étaient déployés à l'étranger. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu aussi ? Alors, cette question a été posée dès le début de la guerre d'ailleurs. Il y a eu, il me semble que c'était en mars ou en avril, des rapports de possibles rappels d'éléments de Wagner qui étaient stationnés en Afrique pour la guerre en Ukraine. Cependant, on voit que les réseaux de Wagner sont toujours actifs en Afrique. On voit qu'il y a toujours des éléments militaires disposés sur place. Donc, est-ce que certains ont été rappelés ? C'est possible. Mais en même temps, il y a eu une hausse fulgurante du nombre de personnel chez Wagner. Selon les services de renseignement britanniques, entre le début de la guerre et maintenant, on est passé de 5 000 à 50 000 personnes, notamment avec le recrutement de prisonniers dans les prisons. Il y a aussi visiblement des efforts de recrutement à l'international, notamment de Syriens. Donc, est-ce que parmi les personnels qui ont été entre guillemets rappelés, il n'y aurait pas aussi des personnels qui ont été recrutés en Syrie qui auraient été fait passer en étant rappelés alors qu'en fait ils auraient été recrutés sur place puis envoyés sur le terrain? C'est difficile à répondre. Cependant, il semble que Prigojine essaye tant que possible de préserver au maximum les personnels qui sont déjà déployés en Afrique pour diverses raisons, parce qu'ils sont bien formés, parce que aussi c'est une boucherie en Ukraine et qu'il n'a pas envie de perdre ses meilleurs éléments. Et enfin, je dirais par exemple que les personnels qui sont déployés en Afrique, et notamment ceux qui ont été récupérés de la Légion étrangère française, je sais pas, j'imagine que certains ont entendu parler de ça, dans les leaks récemment, on trouve une quinzaine de personnels qui ont servi dans la Légion étrangère française. Ces personnels sont très précieux parce qu'ils maîtrisent le français, tout simplement, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnels d'Yevgeny Prigojine. Et cela, Prigojine n'a pas envie de les perdre en Ukraine. Merci. Dernière question. Juste une petite dernière par rapport à l'établissement du bureau, enfin du quartier général à Saint-Pétersbourg des bureaux de Wagner. Quel est le signal que Prigojine essaie d'envoyer avec cela et pourquoi est-ce que le choix de Saint-Pétersbourg est stratégique lui aussi? Alors quel est le signal? Je pense qu'il y en a deux. Il y en a un d'abord pour le public occidental, pour faire un pied de nez tout simplement aux Occidentaux qui luttent contre les activités de Prigojine, pour leur dire « Regardez, je suis reconnu, je peux installer les bureaux de Wagner alors que Wagner n'a toujours pas d'existence légale. » Il y a l'existence légale du bureau de Wagner en Russie. Il n'y a pas d'existence légale de compagnie militaire privée Wagner en Russie, tout simplement parce que les compagnies militaires privées restent à ce jour illégales en Russie. Le bureau de Wagner est d'ailleurs enregistré sous l'activité de consulting, à savoir. Il y a aussi un message envoyé en Russie, là aussi pour dire regardez, je peux faire ce que je veux et je n'aurai pas de problème. Le choix de Saint-Pétersbourg, il est pas tant stratégique que personnel. Yevgeny Prigojine vient de là-bas, ses activités sont localisées principalement là-bas, sa ville là est localisée là-bas aussi. Et au-delà de ça, j'ai parlé de l'opposition avec Sergei Shoigu. Il y a une autre opposition qui est connue avec Yevgeny Prigojine, c'est celle avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg, Beglov, qui l'a soutenu lors d'élections locales pour qu'il soit réélu gouverneur. Chose qui n'aurait pas été suffisamment rétribuée à son goût, il semble. En tout cas, il y a eu plusieurs oppositions d'ordre plutôt économique entre ces deux personnes. Et d'ailleurs, il y en a eu une au sujet de l'ouverture du centre Wagner, puisque l'administration Beglov a tenté de l'empêcher pour diverses vices de forme et autres spécialités administratives. Donc là-dessus, je dirais Saint-Pétersbourg. Bon, ça reste stratégique puisque c'est la deuxième capitale de Russie, mais je pense que la raison est plus personnelle que stratégique pour Wagner.